Bien bonjour bande de jeunes loutres des rivières semi-polluées, j'espère que ça va bien. On est là aujourd'hui pour un preview de l'UFC Fight Island 4 Holm contre Aldana ou UFC Fight Island 4 Charles Jourdain contre Joshua Colibao, parce qu'on fera pas semblant que c'est pas le seul combat qui nous intéresse sur cette carte-là, parce que cette carte-là est pas bonne, les amis. Ce n'est pas une bonne carte. C'est fou comment c'est partagé ces temps-ci dans l'UFC, soit une belle carte bien montée comme le C253 ou la carte de la semaine prochaine, puis une semaine sur deux, une carte comme ça que, man, pour vrai, là, si c'était pas de Charles Jourdain, je sais même pas si je l'écouterais live. Puis c'est pas comme si on avait tant d'autres affaires à aller faire. Là, c'est un site que d'écouter du UFC à la TV. Puis encore là, je suis sûr que je pourrais quand même trouver de quoi de plus intéressant que d'écouter cette carte-là. En particulier, le main event là, duquel on va parler. Vous le savez, là, je suis là pour mes analyses et prédictions de toutes ces affaires-là qui vont arriver, dont le combat de Charles Jourdain, là, que je vais essayer de me rendre le plus rapidement possible à, parce que je le sais que c'est pas mal la seule raison pour que vous écoutez ça. C'est pas mal la seule raison pour que je fasse une vidéo aussi. Avant, cependant, je vous demanderais de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, parce que ben, c'est la bonne chose à faire, tu sais, dans la vie, quand tu es un être humain moral. Dis moi, je veux agir en fonction du bien, ok? Ben, t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est la bonne chose à faire et ça l'aide dans plein d'affaires dans la vie. Ça l'aide à enrayer la pauvreté, les inégalités, le racisme, l'homophobie, tout ça, là, si tu likes puis tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, ça va être guéri, hostie. On va éradiquer ça parce que tu vas t'être abonné à ma chaîne. Puis ça va faire de toi un bon être humain. Puis c'est juste ça qu'on veut. Fait qu'abonne-toi, là, sacrément, je pense que tu as compris le message. On va parler de combat. Holly Holm, Irene Aldana. Puis c'est pas un bon fight, ça. Puis c'est pas un bon fight. Puis c'est un fight frustrant en même temps. Parce que Irene Aldana donne des bons combats. Elle a de la misère de faire autrement parce que c'est une très bonne boxeuse qui lance beaucoup de volume, qui est longue, qui lance en combinaison, qui est puissante, qui est le fun à voir, qui est même une bonne scrambler au sol et elle réussit à se faire takedown. Cependant, elle a comme oublié dans son apprentissage la partie de la défensive. C'est ça qui fait qu'elle fait des très bons combats, puis c'est le fun de la voir combattre. Le problème, ben, c'est que quand t'as des lacunes en défensive contre quelqu'un qui veut te frapper dans la face en retour, ça donne des bons action fights. Quand t'as des lacunes défensives contre genre Holly Holm qui va essayer de travailler en arrière de son jab, te coller dans la cage sans rien faire pour des périodes absolument incroyablement longues, et peut-être te takedown aussi puis s'asseoir dans ta garde puis attendre là, parce que récemment elle a l'air de pas mal faire ça, ben c'est comme on dirait que tout le plaisir dans la game d'Aldana, ben il disparaît soudainement. Puis tu sais, c'est ça. C'est ça mon read sur ce main event-là. C'est que dans le fond, Irene Aldana ne sait que faire une chose pour ça aller de l'avant. Donc elle va s'ouvrir à un takedown d'Holly Holm. Elle va s'ouvrir à se puncher dans le clinch là, carrément. Puis Holly Holm va te la sacrer contre la cage. Puis faire comme elle l'a fait dans de nombreux combats récemment. Là. Holly Holm est de moins en moins la fille là, qui travaille en arrière de son jab puis une coupe de body kick en espérant de setuper un head kick. Elle va encore le faire s'il est capable. C'est juste que les gens ont un peu compris ce game-là et réussi à travailler alentour de ça. Donc, Holly Holm est vraiment rendu une control-based fighter qui, même si elle vieillit, est encore très forte physiquement pour la division. Là, la fille, elle a réussi à être compétitive pendant 5 rounds dans le clinch avec Chris Cyborg. Fait que sa force physique est assez extrême, on s'entend, pour quelqu'un de surtout 135 livres là, dans ce combat-là. Elle fait 145 facilement. Elle est très compétitive avec de vrais gros 145 livres, mais là, c'est à 135. Elle a aussi un très bon conditionnement physique, puis elle est là pour 5 rounds. Fait que, basically, ce que je pense, c'est qu'elle va grinder Irene Aldana, ça va être plate à mort, puis elle va gagner par décision. Puis il n'y a pas de fun à avoir là-dedans. Il n'y a pas de fun à avoir là-dedans, mais je pense que c'est ça qui va arriver. Donc, Holly Holm par décision. Puis en parlant de pas avoir de fun, on va parler du co-main event que, man, c'est comme, t'aurais mis n'importe quel autre combat, là, puis j'aurais compris. Je sais pas pourquoi Yorgan De Castro et Carlos Felipe s'affrontent dans le co-main event de ce combat-là. Tu dis, au moins, on a un combat heavyweight, puis c'est des bangers, ça va être le fun. Man! Yorgan De Castro, c'est le gars qui a perdu contre Greg Hardy parce qu'il était moins actif que Greg Hardy, qui est lui-même un assez slow-pace fighter. Merci, là, on l'a vu dans pas mal de ses combats récemment. Ben pas tant récemment que ça. Là, heureusement, c'est un petit bout de s'est pas battu. Je suis bien content de ça. Il pourrait ne plus jamais se battre. Steve, je serais bien content. Mais non, regarde, c'est de la merde, ça. Pourquoi je parle de ça, qu'on lisse?
Dans le fond, man, le pire, c'est que c'est même pas si facile à pick que ça. Parce que Yorgan De Castro, oui, c'est le gars puissant, puis c'est le meilleur counter-striker, mais il y a tellement de longs moments entre ces périodes d'inactivité que n'importe qui est un peu actif, je me dis, oh, il y a des bonnes chances de juste en faire plus que lui. Mais d'un autre côté, Carlos Felipe ne sait que brawler, puis genre, juste un peu de movement, puis avoir l'habilité de counter a fait que Sergei Spivak s'est littéralement moqué de lui là, dans son premier combat UFC. Fait que, t'as un gars qui frappe fort, puis est capable d'être quand même assez rapide, je dirais, pour un heavyweight en counter, contre un brawler qui va être là pour manger tout ça dans la face âprement. Mais est-ce que De Castro va en faire assez pour qu'au final ça lui donne les rounds? Parce que je m'attends pertinemment à ce que ça aille 3 rounds puis que ça soit genre de plus en plus laid plus le combat avance. Fait qu'en tout cas, pas de fun à avoir là non plus. Puis j'ai De Castro là, par décision parce que. Puis en parlant de pas avoir de fun, mais pas pantoute asti, Jermaine de Randomly sacrament est là, puis elle se bat contre Juliana Pena. Puis j'ai l'impression que c'est l'UFC 4, là, ce style de match-up-là, pour vrai, parce que c'est comme, y a-tu plus striker versus grappler que ça? Pas vraiment. Puis souvent, comment ça se joue ces match-ups-là, c'était à la lutte. C'est qui a le meilleur lutteur des deux. C'est clairement Juliana Pena, donc Juliana Pena va gagner ce combat-là. Pas sûr, man. Pas sûr, pas en tout. Parce que Jermaine de Randomly, oui, si t'as takedown le open air de même, si tu shoots sur ses jambes pis tout, elle a bien de la misère. On l'a vu contre Amanda Nunes, on l'a vu auparavant, elle a bien de la misère. L'affaire, c'est que Juliana Pena a plus tendance à être dans le clinch et à essayer d'aller chercher des trips ou du clinch droppé pour un takedown. C'est de plus en plus dur de takedown du monde de là, on le voit. Puis Jermaine de Randomly, le fait qu'elle soit une kickboxer, c'est plus Muay Thai style, du moins dans le clinch, ça fait que elle va peut-être allumer Juliana Pena là, bien que elle n'a pas beaucoup d'output dans le clinch. Mais Jermaine de Randomly est le genre de fille que tu clinches avec en disant je vais clincher, je vais réussir à la takedown de là. Puis tu te rends compte que finalement ça fait 2 minutes que tu as le dos pris contre la cage dans le clinch à manger des petits coups de genoux sur ta cuisse. Puis que tu n'es pas vraiment capable de t'en sortir parce qu'elle aussi, comme Holly Holm, est très grosse, est très forte, est très imposante physiquement pour une 135 livres. Puis en plus, Juliana Pena est tellement inactive, puis elle a failli littéralement se faire out-grapple par Nico Montano à son dernier combat. Fait qu'on dirait que toute la confiance que j'aurais eue en Pena de gagner ce combat-là, je l'ai pu. Puis je m'attends littéralement à un clinch fest de 15 minutes où Jermaine de Randomly va lander des petits coups de genoux sur ses cuisses et principalement ne pas trop se faire takedown, donc va gagner la décision. Aïe, oui. Sacrément de carton, les boys. Au moins, avant ça, on risque d'avoir un peu de fun là, dans les autres combats que c'est comme. Il y a des gens qui sont clairement supposés de gagner ou ça va être des match-ups qui vont du moins potentiellement peut-être être le fun. Sauf l'autre combat, c'est la main card, là, ça va être absolument horrible. Mais, tu sais, c'est comme les 3 derniers match-ups sont tellement déprimants, man, que je sais pas trop ce qu'on va faire. Là. Quand on va être rendu à ce stade-là de la carte, ça va être un passé-vient. Si vous êtes fatigué, là, n'hésitez pas à vous endormir et à checker le reste le lendemain matin si ça vaut la peine de. Fait qu'on passe au prochain combat. On est toujours sur la main card. C'est Kyler Phillips contre Cameron Else. Cameron Else, là, c'est le combattant qui a l'air du plus grand tueur en série de l'univers debout pendant 2 minutes. Puis après ça, sa game fall apart complètement. Le gars, écoute, il est sur une série de victoires de comme 5-6 victoires de quoi de même. Ça veut dire qu'il y avait presque une fiche de 500 un moment donné. Puis, il a déjà perdu par knockout contre un gars qui est 9-7. Il a perdu 2 fois contre Spencer Hewitt, qui a aujourd'hui une fiche professionnelle de 12 victoires et 11 défaites. Donc, garde. Ça fait pitié. Et en plus, sa séquence de victoires, quand tu checkes les fiches des gars qui ont battu, c'est soit des gars qui faisaient leur début pro ou des gars qui avaient comme des fiches de 0-2, 0-4, 0-12, genre des fiches perdantes, des affaires. Ça fait pitié. Kyler Phillips, il est très bon. Pour être honnête avec toi, c'est un prospect que je regarde chez les 135 livres. Bon counter-striker. Bon grappler. Vraiment l'exemple d'un combattant là, de la nouvelle âge qui est super confortable partout. Tu sais, pas le combattant que tu dis, ah, ça c'est le genre de journeyman qui se débrouille partout sans être bon nulle part. Au contraire, il est bon debout, il est slick avec son counter-striking, c'est comme placer une strike quand t'es déséquilibré puis te faire mal ainsi. Bon footwork, s'il a lutté, c'est un bon lutteur, bon scramble au sol, capable d'attraper des soumissions. Fait que c'est un gars que
Il est vraiment bon partout. Continue toujours de s'améliorer. Moi, j'ai beaucoup d'espoir en lui. Puis je pense qu'il va battre Cameron Else au deuxième round par soumission. Puis ça pourrait même être au début du premier round. Puis ça pourrait, à la fin du premier round, ça se dit. Puis ça pourrait peut-être être même par knockout aussi. Là. Je pense qu'il peut vraiment faire ce qu'il veut avec ce gars-là. Juste comme utiliser son footwork pour pas trop rentrer dans sa game des 2 premières minutes. Puis après ça, il va take over le combat là, facilement. Donc, 7e combat. Le premier sur la main card, c'est chez les 185 livres. On a Dequan Fentanyl Townsend qui affronte Dusko Todorovic. Qui, écoute, c'était le genre de gars qui pétait tout le monde là, avec des Wild Flurry au premier round, soit c'est comme aller mettre un coup de pression pour aller trapper un peu contre la cage, ou en allant chercher un takedown pour aller poundant sévèrement là, avec son ground and pound au sol. Il est arrivé au Contender Series. Je pense que c'est la première fois qu'il avait vraiment de l'opposition quand il a affronté le Canadien Teddy Ash. Puis ça a donné un genre de ugly clinch fight. Que pour vrai, c'est comme un meilleur win Ash que Dequan Townsend selon moi. Mais Dequan Townsend a quand même assez d'expérience pour donner de l'opposition à Todorovic qui sera peut-être pas capable d'arriver là puis sortir un first round KO ou de quoi. Donc, je sais pas ça va avoir l'air de quoi. Je pense que ça va peut-être être comme ben clinch heavy comme combat aussi. C'est déprimant par cette carte-là, les boys. Puis on n'est même pas rendu au prochain combat qui est comme la déprime par-dessus la déprime ultime de toutes les déprimes. Là. Mais bref, non, je pense que Todorovic va sûrement roffer Fentanyl dans le clinch. Pourquoi je l'appelle Fentanyl? Ah, si. Il va rusher Townsend dans le clinch. Puis d'après moi, un moment donné, tu sais, un peu la Cain Velasquez approche, le clincher, un moment donné séparé, land un petit flurry. Je pense qu'il va être lourd, son adversaire va l'épuiser. Puis quand Townsend va avoir perdu un peu d'énergie, Todorovic va réussir à aller chercher un TKO au deuxième round, donc fin de deuxième round, de quoi de même. Ça nous mène au prelim, avec le combat le plus déprimant de l'histoire de l'humanité, alors que Carlos Condit affronte Court McGee, man, pis tabarnouche. Genre, j'ai Court McGee, je sais même pas quoi vous dire d'autre que j'ai Court McGee par décision dans ce combat-là, parce que Carlos Condit, ben, tu sais, il a jamais été genre un grand fighter de décision, pis malheureusement, en vieillissant, il a perdu comme la petite touche explosive, l'athlétique de wow, sauter sur un finish, sauter sur une soumission, bang and kick out of nowhere. T'sais, il a perdu ce petite seconde-là qui faisait qu'il sortait des finishes là, de son chapeau d'absolument nulle part. Comme on a vu la majorité des fois qu'il se rendait à la décision dans sa carrière, un peu contre n'importe qui, il perdait. Donc, ben, j'ai Court McGee par décision. En plus, Court McGee, lui aussi a vieilli, lui aussi a perdu un step, mais c'est comme ça n'a jamais été un gars super athlétique, ça n'a jamais été un gars super rapide. Puis, man, il est autant technique qu'avant, c'est-à-dire pas tant technique que ça, mais c'est vraiment un pressure fighter, hard-nose pressure fighter, tu sais, qui va aller de l'avant, qui va aller laisser aller ses mains. Puis, quand tu as perdu un step, il est plus assez rapide qu'avant, il est plus autant créatif avant que ses combinaisons. Il a juste plus vraiment l'air d'avoir envie d'être là non plus dans ses combats. C'est comme ça tanne vite puis s'avoue vaincu rapidement dans ses combats, même si Carlos Condit est toujours pratiquement autant impossible à finir qu'avant. Fait que c'est ça. Court McGee par décision, complètement décollissant de penser à ça, mais je pense à ce qu'il va faire. Ça nous mène au combat qu'on veut parler. Charles Jourdain, Joshua Colibao. Tabarnouche. Je checkais ce match-up-là, j'étais là, ouais. Je suis très confiant pour Charles. Je pense que je check comment il match up. Colibao, généralement, va vouloir arriver là et un peu jouer la game à Charles Jourdain, là, dans le sens de rester at range, puis leap in avec une grosse attaque, puis leap out, puis essayer de surprendre son adversaire comme ça. L'affaire, c'est qu'il n'est pas autant athlétique que Charles Jourdain, il n'est pas autant puissant que Charles Jourdain, il n'est pas autant rapide que Charles Jourdain, il n'a pas affronté écoute, le meilleur match-up qu'il y a eu dans sa carrière, c'est contre Jalen Turner, qui, oui, est un esti de lightweight de 6 pieds 12 et demi, là, qui est gigantesque, mais il s'est fait décoller dans ce combat-là, il s'est même fait dominer au sol par Jalen Turner, qui l'a complètement violenté. Puis, man, tu sais, Charles Jourdain s'est battu à 155 livres, lui aussi, contre Desmond Green. C'est un short notice, on le sait tous qu'il n'a pas gagné ce combat-là, il a assez pas mal clairement pas gagné ce combat-là. Je pense que c'est dans l'UFC, dans ses 2 défaites, c'est sa défaite la plus claire, selon moi, contre Desmond Green. Même s'il avait clairement perdu contre Philly aussi, mais c'est un combat
plus, tu sais, qu'il y a eu plus de moments back and forth, que Jourdain il aurait peut-être eu sa chance de finir Feely. Feely s'est ajusté de bons vétérans. Mais l'expérience d'avoir affronté un Feely, d'avoir affronté un Green, d'avoir affronté un duo Choi, ça va valoir de l'or là, pour Charles dans ce combat-là, qui arrive avec pratiquement tous les avantages. Le même, tu sais, Joshua Colibar au sol. Ça n'a pas l'air fameux. Puis Charles Jourdain, oui, des fois, quand il y a des meilleurs lutteurs que lui, se fait takedown, mais rarement on le voit se faire garder au sol, se faire contrôler au sol. Il se relève très bien, il est bon au sol, Charles. Il y a des bonnes jambes qui rentrent partout. Il est capable d'aller chercher sa distance freinée pour se relever, si c'est ça qu'il veut faire. Je pense que si ça va au sol avec Colibar, il peut engager Colibar au sol, qu'il soit sur le top ou qu'il soit en dessous. Je pense qu'il peut engager Colibar au sol. Je pense qu'il va le knocker bien raide, par exemple, au premier round, là, ben franchement. Je pense que Joshua Colibar, ça va être dans son style de se colisser tête première dans quelque chose que Charles Jourdain va vouloir y envoyer. Puis je sais que Charles pense à être plus stratégique, être plus réfléchi dans ce combat-là, avoir, pas être autant reckless qu'il l'a été, parce il se rend compte un peu et tout que c'est pas juste sa takedown defense qui fait qu'il se fait takedown, c'est aussi le fait qu'il est crissement reckless as fuck. Puis que, quand il met tout dans ses punches, c'est là que tu te retrouves overextend, tu te fais takedown par un gars très expérimenté comme André Feely. Fait que oui, de trouver ses moments pour y aller all-in, mais pas de toujours mettre tout derrière chaque shot. Je sais qu'il travaille bien fort là-dessus, d'être plus stratégique là, un peu dans son approche, sans perdre sa fougue, sans ne plus être Charles Jourdain, juste devenir un range kickboxer qui essaie d'outpointer son adversaire. C'est pas ça qu'il recherche, il veut garder sa fougue, mais il veut peut-être essayer de pas y aller balls to the walls chaque shot pour s'exposer à se faire takedown puis des choses comme ça. Puis man, je pense qu'autant genre réservé qu'il va vouloir être, Joshua Colibar va l'engager dans ce combat-là. Puis je pense que c'est le plus gros problème de Joshua Colibar dans ce combat-là, c'est que c'est un combattant qui engage, c'est un combattant qui veut se battre. Puis il va se retrouver contre un gars qui l'outmatch, selon moi, pas mal dans tous les aspects de la game. Fait que, man, dure soirée pour Joshua. Je pense qu'on a de quoi là pour un first round KO ici. Puis en plus, tu sais, j'ai checké d'autres previews de d'autres spécialistes. J'ai checké les odds, man. Les odds sont wide pour ce combat-là. Puis, tu sais, quand la majorité des analystes techniques que j'écoute, leur analyse technique, c'est genre, ouais, c'est comme pas un squash match, mais presque, ouais, Colibar va se faire whip pretty bad dans ce combat-là. Ça va un peu avec mon feeling là, du match-up que j'avais analysé en checkant des combats de Joshua Colibar. Fait que Charles Jourdain, TKO, premier round avec confiance. Malheureusement, il n'y a pas tant d'argent à se faire là-dessus. Peut-être que tu gages 5$, peut-être avoir de quoi en retour, 1$, 2$, je sais pas trop. Mais pas trop d'argent à faire là-dessus, mais regarde, c'est ça qui est ça. On a par la suite Jordan Williams, Nassourdine Imavov. Un autre combat qui nous intéresse, là, je pense, sur cette carte-là. Non seulement parce que c'est le action fight de la carte, sans aucun doute, puis parce que Nassourdine Imavov a battu Joe Meunier là, dans son dernier combat, qui est le combat qui lui a d'ailleurs permis de se rendre à l'UFC. C'est son dernier combat, là, du moins, je pense qu'il était peut-être prévu pour se rebattre s'il n'y avait pas eu tout le round-up, toute cette marre-là. Mais bref, ça fait qu'il a battu Joe Meunier, maintenant il se retrouve dans l'UFC, il était supposé être au contender, finalement, il se retrouve là. C'est super pour lui, je suis bien content d'avoir un gars de la MMA Factory qui est un gym qu'on rep là, quand même ici avec Cyril Gann puis une couple de gars qu'on aime bien au Québec qu'on a vu combattre. Donc, je pense que la chose qui me gosse le plus dans ce combat-là, c'est que Nassourdine il est grand, là, puis tout, c'est un gars qui est quand même imposant, mais principalement est un 170 livres. Fait que je ne sais pas s'il va y avoir une différence de power ici qui pourrait venir jouer un facteur dans ce combat-là, mais ça ne sera pas à négliger parce que Jordan Williams, c'est pas le meilleur combattant. C'est le genre de gars qui se bat. Le genre de gars qui est là pour se battre. Puis est-ce qu'il y a une excellente technique? Est-ce que, tu sais, pas tant que ça. Pour être honnête avec toi, pas tant que ça. Il est résilient. Extrêmement très tough et résilient. Difficile à finir. Oh, on l'a vu se faire finir auparavant, mais c'était plutôt dans sa carrière. C'est extrêmement résilient, le gars est capable de manger une volée puis revenir avec un knockout au troisième round. Cependant, c'est un gars qui a besoin de crash la pocket pour essayer de brawler. Principalement, c'est ça qu'il veut faire. Puis quand il réussit à sortir ce genre de combat-là de son adversaire, réussit à pratiquement lander les meilleurs coups, puis à s'en sortir avec la victoire. Nassourdine, je sais pas s'il va embarquer là-dedans.
C'est un combattant beaucoup plus intelligent avec ses strikes, un sniper at range, là, basically. C'est un gars qui aime mieux garder sa distance. Puis le fait que c'est un 170 livres, il n'aura pas l'avantage de reach ici. C'est genre de 1 pouce, un demi-pouce, quelque chose de vraiment peu significatif. Puis Jordan Williams n'est pas un gars qui se bat at range, comme j'ai dit, il veut crash la pocket. Donc même si Nassourdine ne va pas avoir l'avantage au niveau de la reach, est quand même le combattant qui va vouloir se battre à distance puis va tenter de préserver la distance. Donc risque de quand même avoir un petit avantage là parce que comme j'ai dit, Jordan Williams, peut-être s'il lançait des straight punch une fois de temps en temps, ça irait mieux pour travailler sa reach, mais c'est pas quelque chose qu'il fait vraiment. Donc, c'est sûr que le doute dans ce combat-là, principalement, c'est ce qui va arriver au troisième round. Parce que Nassourdine arrive, ben, tu sais, se préparer pour un combat low contender pis tout. Fait que je peux pas dire qu'il arrive short notice. Le gars, il a eu un camp pis tout. Mais c'est un changement d'adversaire. C'est à 185 livres, tu comprends? Et puis, Jordan Williams est bon là, pour rester dans le combat, manger une bonne volée puis sortir un knockout là, un peu plus tard dans le combat parce qu'il est encore là puis il est encore en bonne condition physique. Puis, c'est ça. Fait que j'ai Nassourdine par décision. Mais je sais que ça va être un troisième round assez enlevant dans ce combat-là. Ensuite, Loma Lookboonmee, Jin Yufrey. Ça, c'est vraiment de ce combat-là au combat de Charles contre Koulibaly. Selon moi, c'est comme les 3 meilleurs combats sur la carte. Dans le fond, les 2 meilleurs combats sur la carte, puis le combat qu'on attend le plus sur la carte parce que c'est Jourdain Koulibaly. C'est un bon match-up pour Charles. Est-ce que ça va être un bon combat? Non, c'est plus un potentiel de performance of the night pour un des deux fighters, selon moi. Mais bref. Lookboonmee contre Frey, ça va être bon parce qu'on a 2 bonnes strikers taille de styles différents. On a Loma Lookboonmee qui est vraiment la Thaïlandaise de Muay Thai là, qui travaille, qui veut mettre du volume sur son adversaire. Il est constamment en train de lancer en combinaison des mains, des punches, des kicks, des genoux. Elle fait tout, elle est très très bonne, très diversifiée dans ses attaques. Contre Jin Yufrey qui va plus être la counter striker de power qui va essayer de lander les plus gros punches pour faire mal à son adversaire. Personnellement, sans rentrer là, dans les intricacies là, du match-up, j'ai tendance à favoriser Lookboonmee avec son volume ici parce que son lever est quand même relativement tough. Vraiment pas grosse, mais Jin Yufrey aussi était une atomweight là, avant de se rendre dans l'UFC, donc pas très grosse non plus. Puis Jin Yufrey a de trop longs moments d'inactivité que oui, même si elle a de bons moments quand elle touche, je pense que ça ne sera pas assez comparément au volume de Lookboonmee. Donc j'ai Lookboonmee par décision. Ensuite, Casey Kenny contre Hailey Alateng ou Alateng Hailey, ils disent dans l'envers, je sais pas pourquoi. Les Chinois, c'est bizarre leur nom, mais bref. Casey Kenny, là, ici, là, all the way. Je pense que Hailey Alateng est un gars qui est capable de surprendre que. Tu sais, c'est le genre de combattant que tu t'attends pas à grand chose, puis il excède tes expectations. Casey Kenny, c'est le gars qu'on s'attend quand même à quelque chose de lui, puis souvent réussit à excéder tes expectations. Je pense que ça pourrait être un combat serré debout, mais Casey Kenny est un excellent grappler qui out-grapple vraiment des gars qui auraient dû le battre au sol, puis je pense que. Il est intelligent, il sait aller chercher un takedown, puis il sait quand le faire. C'est un combattant, justement, quand il arrive dans la cage, il sait où il s'en va là, avec ça. C'est pas un gars qui est là puis qui wander à Alex Caceres d'avant. Alex Caceres c'est de plus en plus un but, mais tu sais, qui est juste là à échanger des techniques. Non, il sait où il s'en va, il sait que ce genre de strike-là va l'amener au clinch, d'où il va essayer de chercher un takedown, d'où il va essayer de, tu sais, sa game bâtit l'une dans l'autre, puis ça fait qu'il sait où il s'en va. Je pense qu'il va gagner probablement par rear naked choke au troisième round. Ça nous mène à un combat entre Luigi Vendramini, Jesse Nayari. J'ai Jesse Nayari par décision parce que ça c'est comme 2 des plus mauvais combattants qu'il y a dans l'UFC probablement à lightweight. Luigi Vendramini man, risque d'avancer puis de se réveiller tête première dans le striking de Jesse Nayari qui est vraiment footwork base, le genre se déplacer dans la cage, lander ses shots, sortir. Puis c'est pas tant high volume, c'est pas tant high power, c'est juste vraiment un gars qui essaie d'outpointer ses adversaires debout. Puis il y a beaucoup de gens qui ont les tools pour genre battre ça dans l'UFC, mais je pense pas que c'est le cas pour Vendramini, pour être bien honnêtement. Fait que j'ai Jesse Nayari par décision ici. Ça conclut. Laissez-moi un like, un commentaire pour encourager Charles Jourdain, me faire part de vos prédictions du combat de Charles Jourdain. Je sais que vous avez probablement rien d'autre à me dire sur aucun autre combat que celui de Charles Jourdain. C'est carrément normal, les boys. Puis c'est ça. Abonnez-vous sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, toute la place. À la prochaine. On check ça ensemble. Anyway, je fais un live pour le combat de Charles. Fait qu'on se voit là. Puis c'est ça. Ciao.